qu'il est temps pour nous ici sur le plateau central de recevoir le CEO de Hitch, le transport social. Je vous demande d'applaudir très fort Teddy Pellerin. Bonjour Teddy. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va, nickel, merci. Ah, du coup, on t'entend bien là. Alors, on m'entend pas mal. Ouais. Ça va bien se passer. Alors Teddy, Hitch, plateforme de mise en relation entre conducteurs et passagers, qui permet en fait notamment d'amortir une partie des coûts de la voiture des personnes justement qui ont leur véhicule. Comment ça fonctionne très concrètement? Bah, très concrètement, nous, on est une application mobile Ouais. qui met en relation des particuliers. Donc, d'un côté, des passagers qui veulent se déplacer sur leur ville et sa banlieue, et de l'autre côté, des conducteurs qui sont aussi des particuliers et qui vont avoir envie de partager des trajets la nuit pour amortir une partie des frais annuels de leur voiture. Ça permet de supporter les frais Ça principalement? permet de supporter les frais, Ouais. ouais, tous les conducteurs. On est une plateforme d'économie du partage, donc quand on fait de l'économie du partage, on ne peut pas en faire un métier, on permet à des gens simplement d'optimiser un bien, donc nous en l'occurrence la voiture. Donc le fait de posséder une voiture, c'est quelque chose qui coûte quand même pas mal d'argent, c'est estimé à peu près 6 000 € par an en France. Ah oui, quand Donc même. sur la ouais, il y ça a va. l'achat, il y a l'entretien, l'essence, etc. Donc sur la plateforme Hitch, on va pouvoir conduire de temps en temps pour rembourser une partie de ces frais-là. On va y revenir dans un instant d'ailleurs sur le modèle. L'aventure démarre en 2013 pour toi. Alors si j'ai bonne mémoire à ce moment-là, l'économie du partage, telle que tu nous en parlais à l'instant, n'est pas quelque chose de très développé encore à l'époque. En tout cas pas aussi développé qu'aujourd'hui, de même que les applications mobiles. Est-ce que le challenge pour toi, c'était justement d'aller vers un modèle économique comme ça? Oui, alors quand on s'est lancé, en fait, Hitch, ça vient répondre à un besoin. Hein. La base, c'est plutôt quand on est jeune, on a entre 18 et 25 ans, c'est assez dur de se déplacer la nuit. Ouais. Les solutions de transport en commun sont pas forcément adaptées au monde de la nuit. Ici à Paris et partout. Ouais, encore pire en banlieue. Ouais. À Paris, à la limite, le métro réouvre, Ouais, c'est mais ça. encore pire en banlieue. Et en plus, les solutions de chauffeurs professionnels, elles ne sont pas adaptées aux besoins des jeunes, elles sont trop chères, elles sont... quand on est jeune, on a 18 ans, on n'a pas spécialement envie de rentrer avec quelqu'un qui ressemble à son père. On a plutôt envie d'être dans une ambiance un peu plus conviviale, entre jeunes, etc. Donc forcément, l'idée de Hitch à la base, c'était de se dire, OK, on va permettre de créer une solution qui va être plus adaptée aux besoins des jeunes. Et après, effectivement, on s'est servi aussi de deux autres vagues, c'est le développement technologique, parce qu'en 2013, il y a déjà des applications comme Uber, donc on voit qu'on peut mettre en relation des passagers, des conducteurs, et le développement de l'économie du partage qui arrive un peu plus à maturité, parce qu'en 2013, on est moins dans cette vague du début de l'économie du partage qui était très dans le partage. On dit souvent que la première plateforme d'économie du partage, c'est Couchsurfing, qui permet d'aller loger chez l'habitant sur le canapé, mais sans rien payer en fait. On y va vraiment gratuitement, donc il y a très peu d'économie, il y a beaucoup plus de partage. Et après, petit à petit, avec le phénomène Airbnb, on est rentré dans un mode d'économie du partage où quand on propose un bien sur une plateforme, que ce soit une chambre dans son appartement, une voiture sur un site de location de voitures entre particuliers, bien évidemment, on veut gagner un peu d'argent, mais ça reste dans un cadre d'optimisation d'un bien et d'amortissement d'un bien. Alors l'objectif, si je suis très synthétique, tu m'en voudras pas, c'était de proposer quelque chose de différent foncièrement. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, nous, on est 3 cofondateurs et on sort quand même aussi pas mal. On a un peu moins de temps actuellement, malheureusement. D'habitude, quand je viens au 104, c'est plutôt pour faire des soirées. Il y a des très bonnes soirées ici de temps en temps. Ah bah là, c'est différent. Là, c'est en journée, c'est pas le même format. Et c'est vrai qu'en 2013, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant le renouveau de la nuit parisienne, avec cette vague berlinoise et électro, où il y a de plus en plus de soirées en banlieue. Parce qu'on cherche de l'espace pour créer des projets un peu plus artistiques, un peu différents. Du coup, ça impacte l'activité à ce moment-là? Ouais, c'est des besoins de mobilité qui sont complètement différents. Moi, quand je sors, maintenant les meilleures soirées, je pense à Paris, ne sont pas à Paris, elles sont en banlieue. Et quand tu sors dans ces endroits-là, clairement, en 2013, tu ne peux pas rentrer chez toi, quoi. C'est compliqué. Voilà. Donc forcément, le besoin Hitch est assez évident. Hein. Alors j'imagine, on en parlait un petit peu, en tout cas on l'évoquait tout à l'heure, entre les taxis, les VTC, donc les chauffeurs privés, les Uber, etc., ça n'a quand même pas dû être simple pour donner de la légitimité, toi, à ce que tu proposais, à votre activité chez Hitch. Quelles ont été les difficultés ou les contraintes les plus sensibles que vous avez éprouvées? Alors, je pense que la plus grosse difficulté, c'est que nous, on est une petite entreprise, on est une petite boîte française. Tu ne connais pas la crise quand même? Non, on s'en sort bien et ça se développe bien. Mais on reste une petite boîte. Quand tu compares à Uber et G7, qui sont deux gros mastodontes, et qui ont quand même des réseaux qu'on n'a pas du tout, forcément, tu sais que quand tu vas devoir expliquer ton modèle à des députés, à des sénateurs, à des gens comme ça, tu sais que tu as Uber qui est déjà passé 3-4 fois dans le bureau, G7 aussi, et toi, tu arrives et les gens en face de toi n'ont absolument pas du tout la bonne vision de ce que tu fais. Donc, tu es obligé à chaque fois de ramer un petit peu pour juste expliquer ce qu'on fait, qu'on est ouvert que la nuit, que 80% de nos utilisateurs ont moins de 25 ans, que 80% de nos trajets font intervenir la banlieue, qu'on est
clairement pas en concurrence en fait avec les offres de chauffeurs professionnels. Et ça a Mais été qu'on compliqué à est, expliquer? Ah ouais, c'est hyper dur à expliquer parce qu'il y a des gens qui sont passés avant. Ouais. Donc Ouais. tu es obligé de ramer un petit peu, et de réexpliquer Ouais, les choses, hein. etc. Et au-delà de ces difficultés-là, qu'est-ce qui a fait que justement vous avez commencé à travailler? Quelles sont les méthodes que vous avez pu mettre en place pour vous donner confiance à vous et pour vous dire, OK, voilà ce qu'on va faire pour que les gens nous comprennent et qu'ils captent vraiment qui on est? Bon, il y a eu 2 étapes, hein. La première étape, on n'était pas trop dans la compréhension grand public. Donc vraiment au début, nous quand on s'est lancé, en fait, on a fait beaucoup de partenariats avec des soirées, Ouais. donc bureau des élèves et organisateurs de soirées, boîtes de nuit, etc. Et pendant les 9 premiers mois, tous les vendredis soirs et samedis soirs, mon associé et moi, on était entre minuit et 6 heures, chacun dans une soirée. Ah ouais. Et on parlait à tous les gens qui sortaient et puis on essayait de les mettre dans des voitures. Donc on était plutôt en relation directe avec notre cible, avec nos utilisateurs en fait. Et normalement, il n'y a pas vraiment besoin d'aller au-delà de ces utilisateurs. Normalement, ça suffit largement. Bon, et puis nous, après, on a eu l'été 2015 qui a été un peu compliqué parce que quand il y a eu la grosse crise des taxis qui demandait l'interdiction de Uber Pop, Uber a eu une réaction de défense finalement assez lourde. logique. Hein, j'aurais fait la même qu'eux, donc Ouais. je leur en veux pas. Mais en gros, ils nous ont mis clairement entre les taxis et eux. Et ils ont expliqué, si vous voulez interdire Uber Pop, ce serait dommage parce que vous allez devoir interdire la gentille petite start-up française qui s'appelle Hitch. Et à ce moment-là, personne ne nous connaissait. Et du coup, on a été catalogué comme le Uber Pop français. Alors que Uber Pop était une solution qui permettait à des conducteurs d'en faire un métier sans avoir de licence, qui est quand même différent de ce qu'on fait où on est juste sur l'amortissement des frais d'une voiture. Donc du coup, à ce moment-là, c'est là où on a dû effectivement se structurer, prendre un avocat, des conseils pour refaire la tournée des personnes qui parlaient de Hitch sans vraiment savoir de quoi ils parlaient. Ouais. Et qui du coup sont des prescripteurs, on est d'accord? Ouais, alors c'est pas là, non, c'est pas des prescripteurs, mais c'est plutôt on va dire tout ce qui est la sphère politique, députés, etc. C'est juste pour qu'ils aient une bonne vision de ce qu'on fait et qu'après ils décident en leur âme et conscience s'ils pensent que c'est une bonne chose de laisser les jeunes sur le carreau la nuit. Il faut au contraire soutenir un peu plus Hitch. On parlait des taxis ensemble. Aujourd'hui, chez Hitch, vous œuvrez aussi pour la transition digitale des taxis. Pour ça, vous mettez quoi en place comme méthode? Ouais, alors on avait proposé ça début d'année 2016, parce qu'il y a eu une nouvelle grève des taxis où ils sont pas très contents de ce qu'on fait apparemment. Ouais. Pourtant, on n'est vraiment pas en concurrence, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, pour le coup, on est quand même une jeune boîte, mais on voit quand même l'évolution de ce secteur-là et on comprend aussi la souffrance des taxis. Ouais. On comprend que c'est difficile. Ils sont passés d'un monde où il y a 5 ans, ils n'avaient aucune concurrence, à un monde où ils ont en face d'eux Uber, qui est la start-up la plus puissante que la Terre ait jamais connue. Donc forcément, c'est difficile pour eux de s'adapter. Et je pense que oui, à un moment, il va falloir aussi accompagner les taxis et leur permettre de rentrer dans ce monde numérique pour être au même niveau de compétition que les chauffeurs professionnels et en particulier Uber. Donc c'est vrai qu'on avait proposé début 2016 d'instaurer une taxe de transition numérique sur toutes les centrales de réservation. C'est-à-dire? Donc, principalement G7, Uber et nous, Ouais. et puis les autres centrales. Donc une petite partie du trajet qui permettrait de financer un fonds de transition numérique pour accompagner les taxis dans leur transition. Qui serait vraiment dédié à ça, du coup? Ouais, principalement, c'est pour les aider vu que le prix de la licence va baisser, malheureusement. L'avantage de la licence, à la base, c'est de pouvoir prendre des gens dans la rue. C'est la maraude physique. Mais c'est sûr qu'avec le développement technologique, cet avantage-là, il existe encore, il est présent, notamment aux aéroports, etc. Mais il a tendance à se lisser parce qu'on peut commander plus facilement avec un téléphone. Donc c'est vrai que maintenant, on a moins le réflexe de prendre quelqu'un dans la rue. Donc le cours de la licence diminue un petit peu et ça, on ne peut pas trop aller contre ça. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir, par contre, garantir aux taxis une vraie retraite, etc. Donc nous, on est très ouverts là-dessus et puis on a toujours été ouverts avec les taxis et on aimerait bien pouvoir entamer des discussions avec eux, mais c'est parfois compliqué. Bon, ça va en tout cas s'affiner dans les semaines à venir. On en parlait, en tout cas on l'évoquait ensemble, tout ça c'est du collaboratif finalement. Est-ce que pour toi collaborer aujourd'hui ça passe foncièrement par le numérique? Non, pas nécessairement. Après, le côté numérique permet d'avoir accès de faire rentrer le collaboratif dans une sphère plus large. Ouais. Voilà, parce qu'effectivement, on met en relation des gens qui ne se connaissent pas. Après, le collaboratif, c'est quelque chose qui existait il y a longtemps, qui était très développé, qui a probablement connu une crise. Enfin, clairement, Hitch, on n'a pas inventé grand-chose, Airbnb non plus. Hein. Le fait d'aller dormir chez l'habitant, c'est vieux comme le monde. Le fait de faire du stop, c'est plus vieux que moi aussi. Hein. Donc on n'a pas inventé grand-chose. Mais c'est vrai que la société a évolué et est devenue, traverse quand même une crise de confiance. On a de plus en plus de mal
à avoir confiance en une personne qu'on ne connaît pas. On a du mal à ouvrir la porte de chez soi ou la porte d'une voiture. Et le numérique là-dessus aide bien parce que ça rajoute une couche de confiance. En fait, par des évaluations, par des profils identifiés, on casse un peu l'anonymat sur les plateformes. Donc on a plus facilement envie d'ouvrir la portière de sa voiture ou de son salon. Et après, la dimension économie, où maintenant sur ces plateformes-là, on peut aussi quand même amortir un bien, et il y a une dimension économique qui est assez forte. Je pense que c'est parce que la société a évolué, est devenue un peu plus, dans un monde un peu plus capitaliste. Et du coup, c'est vrai que pour ouvrir la portière de sa voiture, on s'attend à avoir un retour. Ouais. Donc c'est juste que le numérique vient répondre à une évolution sociétale. Du coup, je vais transformer, si tu me le permets, un petit peu ma question. Est-ce que pour toi, le digital, c'est un vecteur qui permet de travailler un peu mieux en bonne intelligence? Le digital apporte énormément de transparence, donc c'est à la fois, comme toute innovation, c'est à la fois très bien et pas bien. Ouais. Toute la data qui est sur le digital, c'est très bien parce qu'on peut faire des services hyper puissants qui fonctionnent, qui sont optimisés, qui fonctionnent très très bien. À côté de ça, il y a toujours le contre-pouvoir où il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent faire n'importe quoi avec les données, et il faut aussi faire attention à ça. Mais de base, le numérique, si c'est bien utilisé, oui, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui le montrent parce que ça permet de mettre en relation des gens qui ne se connaissaient pas et d'aller sur des marchés qui deviennent beaucoup plus globaux où on a accès à énormément de particuliers pour faire des choses ensemble. Ouais. Et vous en êtes la preuve, évidemment. On en a la preuve également aujourd'hui avec le village des startups ici, les 15 startups qui présentent leur innovation, avec le Déclic Challenge qui aura lieu aussi ici même sur le plateau central à 14h. Teddy, vos prochains challenges chez Itch, c'est quoi? C'est l'international notamment? Ouais, c'est ça. Ouais. Là, nous, on s'est lancé en 2013, donc on est présent en France, à Paris, Lyon et Lille. Et là, depuis 2016, on commence à aller dans d'autres pays, dans d'autres villes. Donc, on a commencé en Suède, en Italie et en Pologne. Ouais. C'est le gros challenge, ouais, parce que si on arrive à bien négocier cette étape-là, on devient une belle start-up française, mais non, on devient une belle start-up européenne. Et là, c'est sympa, ouais. C'est quelque chose qui commence à être très sympa aussi. On va parler de la Belgique aussi, qui est un pays voisin aussi de la France. Ouais, la Belgique, on est en train de faire les tests, parce qu'en Belgique, justement, il y a un cadre réglementaire qui est en train de se créer, Ouais. où on autorise chaque particulier à gagner jusqu'à 5 000 € par an sur toutes les plateformes d'économie du partage confondues, avec une taxe de 10% prélevée à la source. Donc ça, c'est un peu le... En Europe, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que l'économie du partage, c'est un truc à la fois très libéral, parce que voilà, on a accès, on peut faire des prestations quand on veut, il n'y a pas de contrôle sur les horaires, ce genre de choses, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose de très social, parce que pour la première fois, c'est quelque chose de très libéral qui touche des populations qui sont plutôt de gauche. Donc c'est toujours très difficile pour des gouvernements de se prononcer là-dessus. Mais petit à petit, je pense qu'en Europe, on ne veut pas avoir une approche aussi libérale que les États-Unis. On ouvre tous les marchés, on laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent, etc. Donc on va probablement avoir des discussions pour distinguer des particuliers amateurs de professionnels. Et soit on veut en faire son métier, on est un professionnel et on a des contraintes professionnelles qui existent déjà, soit on est un particulier amateur qui fait ça que de temps en temps pour amortir son bien, que ce soit sa voiture, son appartement, son bateau, sa tondeuse, etc. Et dans ce cas-là, en théorie, on tend plutôt vers des plafonds annuels pour distinguer une activité de particulier d'une activité de professionnel. Teddy, très rapidement, la question que je pose à tous les intervenants qui se succèdent ici sur le plateau central, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui sont là, ici aujourd'hui sur le Déclic, pour se lancer dans le numérique, ce serait quoi? Si vous avez l'opportunité, apprenez à coder. Je pense que c'est ça revient beaucoup depuis ce matin, ouais. Ouais, c'est le premier, ouais. Et puis après, le deuxième, non, attendez pas 3 heures pour vous lancer à un moment. Nous, on a commencé Itch, on n'avait pas d'application. Le premier truc à faire, c'est jamais d'imaginer l'application finale avec toutes les fonctionnalités, ce genre de choses, parce qu'avant que tu arrives à ça, tu n'y arriveras jamais. Mais le but, c'est de tester son marché. Donc en gros, nous, c'était assez simple, c'était de savoir si des gens avaient besoin d'une solution comme Itch pour rentrer chez eux le soir. De manière très simple, tu te mets le vendredi soir et le samedi soir en partenariat avec des soirées. Tous les gens qui sortent de la soirée, tu leur demandes comment tu rentres. Tu leur dis, OK, si tu pouvais rentrer avec un particulier et tu lui donnes ce que tu veux pour partager les frais de sa voiture, tu lui donnes 5 €, est-ce que tu montes dans la voiture? Tu as des gens, tu en as quand même pas mal qui te disent ouais, carrément. Tu dis ça tombe bien, il est là, vas-y, teste. Et puis tu fais comme ça, et puis tu vois si ton marché il est là. Ouais. Donc, le premier truc à faire, c'est d'arriver à tester son marché. Et ça, normalement, ça doit te prendre 1 semaine, ça doit pas te prendre 6 mois. Ouais. Au moins, tu sais si derrière ça vaut le coup d'y aller ou pas. Ouais. C'est à tester, effectivement. Merci beaucoup, Teddy. On peut t'applaudir très très fort. Si vous avez des questions pour Teddy Pellerin, qui est avec nous également aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, n'hésitez pas, c'est maintenant. On est entre nous, n'hésitez pas à vous lancer, franchement, c'est à la cool, détendu. Est-ce qu'il y a des questions donc, pour Teddy sur le modèle économique de Itch,
sur son parcours professionnel, sur le modèle économique. Sinon, moi j'ai des questions. Hein. Qui utilise Itch là dans la salle? Ah bah alors, en plus, Ça vous va. utilisez Itch. C'est la majorité, hein, je remarque. Hein. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous êtes satisfait du service? service? Déjà, on peut peut-être vous poser la question. Ouais. Bon, bah tant mieux. Les mines sont réjouies, bon bah c'est déjà ça. N'hésitez pas si vous avez des retours, hein. On est là pour ça, on est là pour les encaisser aussi. Pas de questions pour Teddy? Tout est clair. Eh bien écoute, merci beaucoup Teddy. Merci. On peut t'applaudir de bonne journée. nouveau. Au Merci revoir. infiniment.